Merci, Monsieur le Président Escudero. Merci pour la précision et la générosité de vos propos à mon égard. Et merci surtout pour avoir rendu possible notre réunion de ce matin, puisque nous sommes ici à l'initiative conjuguée de la Fondation des Trois Cultures et de la chaire Raphaël Escudero. Mesdames et Messieurs, chers amis, Monsieur l'ambassadeur Safié de Palestine, Monsieur le consul général du Maroc et son équipe, je vais partager avec vous beaucoup plus mes réflexions que mes certitudes en cette matinée de début février 2014. Et je voudrais commencer par rappeler que nous sommes ici 5 jours après que la Tunisie ait adopté sa nouvelle constitution et en même temps après un week-end où, sur la rive nord de la Méditerranée, se sont malheureusement confirmés des signaux inquiétants de régression intellectuelle, politique et philosophique dans beaucoup de pays. Je n'en ferai pas le détail ici, mais chacun sait les résultats d'un référendum qui s'est tenu dans un pays de la rive nord de la Méditerranée pendant ce week-end. Et chacun d'entre vous a également suivi toutes ces mutations qui aujourd'hui sont présentes et se développent dans beaucoup de pays européens. Donc, si vous le permettez, je vais partir de cette actualité. L'art de tous les possibles dans un pays arabe, dans un pays musulman, la Tunisie, il y a 5 jours, qui a fait dire à un chef d'État européen, le président français en l'occurrence, qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre la démocratie et l'islam, et qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre le monde arabe et l'exercice de toutes les libertés. Je le dis non pas parce que je voudrais vous démontrer que tout va pour le mieux et que tout ce qui se passe dans l'ordre, dans le calme, dans la paix. Non. Je vous le dis simplement pour que vous preniez la juste mesure de la complexité de la situation que nous vivons aujourd'hui au sud de la Méditerranée. Et pour en prendre la juste mesure, je crois qu'il y a une première condition incontournable. Ce qui se passe n'est pas circonstanciel. Ce n'est pas un événement pour un moment, pour une semaine, pour un mois ou pour une année. Ce qui se passe depuis 2011, c'est un changement historique. C'est l'histoire qui frappe à nos portes et c'est l'histoire qui frappe également aux portes de nos partenaires du nord de la Méditerranée. Et quand c'est l'histoire, dans sa profondeur, dans sa radicalité, il faut du temps. Il faut du temps et il faut que nos amis, nos partenaires du Nord, qui ne sont ni dans le monde arabo-musulman, ni au sud de la Méditerranée, acceptent de comprendre le cours des événements actuels comme ne s'arrêtant pas demain matin, ni même après-demain. Ce sera au fil de dizaines d'années, comme ça a été le cas dans tous les grands mouvements qui ont affecté beaucoup de pays dans le monde, et l'Europe connaît bien cela, quand au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, de profonds changements se sont installés dans la violence, dans la confusion, mais que les résultats, qui sont devenus les résultats de la permanence des situations stabilisées dans beaucoup de ces pays, ont pris des dizaines d'années, voire même
pour certains un siècle. Donc ayez l'amitié, quand vous nous regardez, quand vous essayez de comprendre chez nous, ce qui se passe chez nous, de nous donner du temps. Si vous adoptez des lunettes qui ne vous permettent de ne regarder que le court terme, vous avez 9 chances sur 10 de vous tromper à la fois sur l'analyse et sur les conclusions que vous en tirerez. Pour comprendre ce qui s'est enclenché en Tunisie, justement, il y a 3 ou 4 ans, il faut que vous vous situiez et que vous vous installiez dans une position qui est dans la durée, qui est dans le temps long et qui est dans une logique qui est celle de l'histoire dans le monde, et non pas simplement de la tentation qui est celle de beaucoup malheureusement aujourd'hui, de vouloir comprendre l'histoire au gré de l'actualité du jour. Ça ne marche pas et ça ne correspond pas à la réalité, à la profondeur, à la puissance et à la durée que tous ces mouvements vont avoir. Il y a également quelque chose, moi, qui m'a fasciné, qui continue de m'interpeller. Ce qui s'est passé à partir de Sidi Bou Saïd, après la mort de M. Bouzidi en Tunisie, et qui s'est ensuite développé avec la vitesse que l'on connaît dans beaucoup d'autres pays. Quel think tank, quel service de renseignement, quel gouvernement, quel spécialiste, dans l'espace en tout cas, disons de la Méditerranée, avait prévu que cela allait se passer? Nulle part. Et pourtant Dieu sait que l'on a ausculté, que l'on a regardé, étudié depuis des années l'islam et le monde arabo-musulman. Et pourtant, dans cette analyse, dans ce diagnostic, on avait oublié l'essentiel, à savoir nos sociétés civiles. Et ce qui s'est passé, qui a commencé en Tunisie, a commencé dans la rue, a commencé à partir d'un individu, a commencé, s'est développé avec la mobilisation du peuple tunisien. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte avec un double constat. D'abord celui que les appareils de mesure ou d'anticipation ou d'analyse habituels n'ont pas fonctionné. Et c'est la réalité du terrain qui a donné sa leçon à tous les experts réunis. Donc il nous faut faire preuve à la fois d'humilité et de modestie. Et il faut faire preuve d'humilité et de modestie, y compris pour demain. Quel expert, quel service de renseignement, quelle université ou quel think tank avait pensé que la Tunisie, comme elle l'a fait il y a 5 jours, allait se doter de l'appareil d'un texte constitutionnel qui est le plus avancé que l'on n'ait pu jamais imaginer pour ce pays qui était encore sous le régime du parti unique et d'un système présidentiel dont chacun se rappelle, il y a moins de 5 ans. Ceux qui analysaient la Tunisie au fil de l'actualité du jour, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, ne voyaient que le pire. Je n'ai lu nulle part, sous la plume d'un éditorialiste expert de cette région, le scénario qui aurait pu laisser prévoir que la Tunisie allait se doter d'un texte aussi avancé, aussi ambitieux, aussi moderne et aussi riche de promesses que celui qui a été voté lundi dernier. Donc là aussi, il faut que nous sachions cela, il faut que nous soyons lucides et réalistes. C'est un monde nouveau, avec des paramètres nouveaux, avec des ressorts différents, avec des modalités et des ambitions
qui ne peuvent pas être lues et comprises avec le code d'hier qui se met en place pour demain. Et à cet égard, là aussi, il faut prendre la dimension objective des paramètres ou des caractéristiques de ce qui se passe dans la rive sud de la Méditerranée. Et je reste sur la Tunisie. La plupart des analystes, une grande majorité d'experts qui suivaient la situation de ce pays depuis le début de ce processus de mutation, avaient focalisé leurs analyses sur le péril de l'islam. Avec l'arrivée au pouvoir, sitôt les premières élections, d'un parti au référentiel religieux. Et tous avaient dit, voilà, ceux qui ont dit le printemps arabe, ou ceux qui ont dit que le changement allait être porteur à la fois de la modernité, de la pluralité, de la diversité, de la démocratie, nous ont trompés. Il y a eu le changement, et quoi? Et qu'est-ce qu'il y a eu comme premier résultat? La religion comme facteur politique et la religion à la tête du pays. Qui avait prévu qu'une fois cette première étape passée, la religion reviendrait à la place qui est la sienne et le politique reprendrait ses droits? C'est ce qui est arrivé et qui a été consacré lundi dernier. Donc, voyez-vous, il faut que nous ayons ensemble la capacité d'accepter la complexité. Ce qui se passe n'est pas simple. Ce qui se passe n'est pas dans le code convenu de l'analyse politique. Ce qui se passe est différent de ce qui s'est passé pendant très longtemps. Il faut que nous acceptions cette nouveauté avec toutes ses difficultés. Il faut que nous intégrions les contrastes. Ça n'est pas noir ou blanc. La réalité du terrain aujourd'hui, idéologique, politique, philosophique et morale au sud de la Méditerranée. Ce qui se passe est un technicolore. Il faut en prendre toutes les couleurs. Il faut en prendre toutes les incertitudes. Il faut essayer de préempter toutes les promesses parce qu'elles ne vont pas être écrites noir sur blanc pour vous dire voilà ce qui se prépare de mieux pour demain. Le mieux se construit et le mieux n'est pas attendu, le mieux n'est pas prévu et le mieux n'est pas dans le code de compréhension de ceux qui aujourd'hui analysent la situation dans nos régions. Et c'est ce qui me fait demeurer dans le camp de ceux qui pensent de façon, en tout cas moi, irrédentiste, irréfragable. Moi, j'appartiens au camp des optimistes. Je n'ai pas le moindre doute que ceux qui, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, analyseront la situation dans la région qui est la mienne, diront qu'on a franchi un pas structurel, fondamental, irréversible vers des sociétés meilleures, plus libres, plus ancrées dans la modernité, plus ancrées dans la diversité et qui seront les partenaires d'une Europe qui, je l'espère, à ce moment-là, sera entrée dans notre propre, pas logique, mais aura pris en compte les facteurs qui déterminent l'évolution de nos sociétés. Et je voudrais insister là-dessus, je le dis souvent depuis 3 ou 4 ans. L'Europe a dû attendre, l'Europe ou l'Occident en général, ces événements pour découvrir que les mots de liberté, les mots de dignité, les mots de justice, les mots de démocratie s'écrivaient et se disaient aussi en arabe. Il a fallu que la rue le chante. Il a fallu que la rue l'écrive et le réalise. Mais qui le disait avant ces mouvements? Qui imaginait
avec cette ampleur que qui connaissait la traduction du mot arabe liberté ou justice dans les capitales occidentales. Aujourd'hui, ce sont des centaines de millions d'Occidentaux qui savent que ce bréviaire est aussi arabe et qu'il peut se dire et se crier et se réaliser dans l'espace qui est celui du monde arabo-musulman. Je suis optimiste, mais je ne me fais pas ici l'avocat, encore une fois, de certitude. J'essaie simplement de vous faire partager à la fois les promesses de demain, mais je ne peux pas vous dire quand demain sera, mais je sais qu'il sera. Et je ne peux pas non plus vous dire qu'avant ce demain, ce sera linéaire, ça va toujours évoluer comme cela. Non, ce sera up and down. Et il faut accepter les contrastes, il faut accepter les échecs, et il faut accepter la confrontation peut-être encore. C'est comme cela. Et ça n'est pas une spécialité ni du monde arabe, ni de l'islam. L'histoire universelle, quand on la lit avec le recul, a été écrite comme cela. Et sur la Tunisie, sur laquelle j'ai beaucoup insisté avant, il y aura encore peut-être demain des drames. Et il y aura des questions sans réponse lisible au premier degré. Mais, encore une fois, ce sera conjoncturel. Ce qui est fondamental et ce qui est structurel, c'est ce demain qui arrivera un jour, mais qui prendra beaucoup de temps. Donnez-nous du temps. Je voudrais maintenant parler dans ce contexte, je ne sais pas combien j'ai de temps, je peux encore prendre quelques minutes encore pour vous parler de mon pays, le Maroc. Aujourd'hui, c'est très confortable quand on est marocain de parler de son pays. Mon pays, c'est le bon élève de la classe. Mais il n'est pas le bon élève parce que nous sommes géniaux. Ça n'a rien du miracle. Et là aussi, pour comprendre pourquoi il y a aujourd'hui un momentum marocain, un momentum politique, un momentum civique, un momentum économique, un momentum spirituel et culturel. C'est parce que, là aussi, il faut lire la réalité des faits historiques de ce chemin que nous avons parcouru. Qui sait que la société marocaine d'aujourd'hui est forgée, nourrie, façonnée tous les jours par des décisions majeures qui ont été prises il y a 60 ans, plus d'un demi-siècle. Mais elles sont d'une actualité que rien ne peut démentir. Qui sait, chez nos procureurs ou nos observateurs, loin de chez nous, mais qui nous analysent quand même et qui nous jugent, qui sait qu'en 1962, il y a longtemps, le Maroc a été le seul pays au monde, je crois, mais en tout cas je suis sûr, dans ma région, à interdire déjà par la Constitution le parti unique. Par la Constitution. Et que le Maroc, par son texte fondamental, en 1962, a instauré la diversité et le pluralisme, la diversité culturelle, le pluralisme d'opinion, la liberté d'opinion, dans son texte fondamental, il y a plus de 60 ans. Si cette décision n'avait pas été prise à ce moment-là, je ne serais pas à cette tribune et le momentum marocain que je vous parle n'existerait peut-être pas. Mais pour comprendre pourquoi nous avons suivi un parcours différent, il faut l'analyser de façon objective et scientifique, basée sur les faits qui sont ceux de la réalité historique. Et là aussi, nous sommes dans l'analyse longue, dans l'analyse profonde, pas dans l'analyse du quotidien. Vous n'allez pas lire cela dans votre journal du matin et vous n'allez pas entendre
dans votre télévision quelqu'un dire « Ah, il y a 60 ans, le Maroc a eu l'intelligence et il était le seul à interdire le parti unique. » Et le Maroc l'a fait contre tous les pays qui étaient autour de nous. Il n'y avait pas un seul pays en dehors du Liban, mais le Liban est un pays un peu particulier, qui ait adopté la diversité philosophique, idéologique et politique à ce moment-là. Tous les pays autour de nous, après la fin de la colonisation, ont adopté le parti unique. Et c'est ce qui explique pourquoi le Maroc a eu une destinée différente. Pour faire très vite, à la même période également, le Maroc a choisi l'économie de marché plutôt que l'économie planifiée. Rendez-vous compte, si nous avions fait le choix contraire, parti unique et économie d'État, mais jamais le Maroc ne serait dans la position qui est la sienne aujourd'hui. Je ne vais pas faire l'inventaire de toutes les bonnes choses que nous avons faites, parce que nous avons eu aussi des drames dans notre histoire. Nous avons eu des morts, nous avons eu des périodes difficiles, nous avons eu des gens qui sont disparus, des gens qui ont été en prison pour leurs opinions, mais tout ceci doit être mis en perspective dans la profondeur historique. C'était un débat interne sur un choix de société. Beaucoup de ceux qui sont allés à prison voulaient le parti unique. Beaucoup de ceux qui ont été réprimés à l'époque voulaient une économie d'État. Donc c'est là aussi la réalité objective d'un pays qui se construit, où il y a une pluralité d'opinions et il y a éventuellement confrontation entre ceux qui ont des opinions diverses. Mais moi, aujourd'hui, 60 ans après, je dis que le roi Hassan II qui a fait ses choix a été un roi visionnaire et a été un roi qui a permis à ce pays, aujourd'hui, d'être dans une culture permanente qui est celle de la réforme, qui est celle du changement. Nous n'avons pas attendu, nous, le printemps arabe pour réformer. Moi, je suis, comme l'a gentiment rappelé Monsieur le Président Escudero, je suis peut-être dans le Guinness Book, parce que je suis très ancien dans ma fonction, depuis 23 ans maintenant. Mais sur ces 23 années, je n'ai jamais connu une seule année où mon pays n'a pas changé ou réformé quelque chose. Chaque année. Et à l'époque, on ne parlait ni de printemps, on ne parlait de rien de tout cela. Mais on changeait, on réformait. Et nous sommes dans cette volonté de soft, maîtrisé et pacifique du changement permanent. Ça ne veut pas dire qu'on a réglé tous les problèmes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'erreurs. Il y a encore énormément de choses à changer et il y a encore beaucoup d'erreurs que nous allons peut-être faire encore demain, mais dans la dernière ligne du bilan, comme dans une entreprise, le bilan est exceptionnellement positif. Et je voudrais, pour l'illustrer, là aussi, parler de ce qui s'est passé chez nous, non pas il y a 5 jours comme en Tunisie, mais déjà, il y a 3 ans, avec la nouvelle constitution que mon pays a adoptée, à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et votée par une très grande majorité du peuple marocain. Notre nouvelle constitution dit là aussi quelque chose dont ceux qui parleront dans 60 ans diront, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui a été fait en 62, mon pays a adopté quelque chose qui est historique et sans précédent. Dans le préambule de la Constitution marocaine, il est dit que le Maroc, pays musulman, pays arabe, a vu son histoire être façonnée, consolidée, renforcée, nourrie pendant des siècles par la civilisation berbère, par le judaïsme, par les civilisations hassanies qui sont au sud de notre pays. Et aussi, il l'est dit, mais je le dis parce que nous sommes dans la fondation des 3 cultures et au cœur de l'Andalousie, et aussi par l'Andalousie. Quel autre pays dit dans sa constitution, par exemple, que nous n'avons pas un ancêtre unique, mais que nous sommes le fruit de l'addition de toutes nos cultures, de toutes nos histoires, de toutes nos mémoires, de toutes nos religions, pour former un. Mais nous ne sommes pas, au Maroc, dans une logique de la fracture. Nous sommes aujourd'hui dans un temps, en février 2014,
et dans un espace qui sont ceux de la régression. Regardez ce qui se passe dans beaucoup de pays, et notamment en Europe. On revient à des peurs que l'on croyait complètement disparues vis-à-vis de l'autre, contre l'autre ne parle pas votre langue, contre l'autre n'a pas votre religion, et contre l'autre a une histoire différente de la vôtre. Au lieu de dire « je vais apprendre », on dit « je rejette ». Il y a ce déni, il y a cette fracture, il y a ce recul, et il y a cet archaïsme qui sont revenus. Au Maroc, et la Constitution le dit, nous avons fait le choix d'additionner nos histoires. Et j'insiste sur le fait que le Maroc, pays musulman, pays arabe solidaire de toutes les causes arabes, n'a pas eu la frilosité ni la tentation de mettre entre parenthèses sa dimension juive. Mais qui le sait? Qui en parle? Et ça n'est qu'il y a 3 ans, ça fera bientôt 3 ans que ce texte a été voté. Moi, je me disais, mais ça va faire les titres de la une dans la presse occidentale. Un pays arabo-musulman qui dit qu'il a été façonné aussi par le judaïsme. Personne. Moi, je me souviens, j'étais à Paris à l'époque, c'était 3 lignes dans le journal Le Monde. Si ça avait été le contraire, par exemple, si on avait constaté que le Maroc avait masqué son histoire juive, ça aurait fait la une, en lettres d'affiche. Donc c'est ce paysage, et je suis désolé, Monsieur le Président, j'ai été un peu long, que je voudrais partager avec vous, mais que je veux dessiner. C'est un paysage aujourd'hui complexe, incertain, peut-être étranger au code de lecture habituel. Mais moi je le dis que ce paysage, il est celui aussi du mouvement, il est celui aussi d'une dynamique et de l'art de tous les possibles. Faites confiance à cette jeunesse, faites confiance à ces sociétés civiles aujourd'hui, à ces femmes qui ont joué un rôle majeur dans nos pays et qui joueront demain un rôle majeur, pour que nous nous retrouvions dans un partenariat euro-méditerranéen enfin égal, co-responsable, où il y aura, et moi c'est mon combat, la possibilité de donner demain réalité à une destinée commune des deux côtés de la Méditerranée. Ça n'est pas simplement de faire du libre-échange ou de faire des accords commerciaux qui aspirent et qui tirent nos rêves à tous collectifs. C'est avoir une destinée commune. Et le disant à Séville, je suis sur un terrain solide parce que l'Andalousie a su le faire il y a très longtemps. On était beaucoup plus moderne à ce moment-là que nous ne le sommes aujourd'hui. Et je voudrais conclure en disant que ce qui fonde aussi mon optimisme, c'est le fait que nous avons franchi un seuil. Avant, le partenariat euro-méditerranéen était conventionnel. Avec mon pays, par exemple, qui est lui aussi, dans ce cas-là, le bon élève du partenariat euro-méditerranéen, le statut le plus avancé, on parle de tout. On parle des flux de coopération scientifique, économique, financier, on parle du libre-échange, on parle de choses très, très importantes. Mais sur l'essentiel, nous venons de franchir un seuil, parce que peut-être pour la première fois dans l'histoire, les Européens ou les Occidentaux vont faire le constat que nous faisons référence aux mêmes valeurs. Les droits de l'homme aujourd'hui se disent en arabe également et ont une définition universelle. Il n'y a pas les droits de l'homme de l'Europe et les droits de l'homme du sud de la Méditerranée. Il n'y a plus que les droits de l'homme pour tous. Le pluralisme d'opinion,
la diversité culturelle. Le pas qu'a fait le Maroc dans sa nouvelle constitution en intégrant toutes les dimensions de son histoire nous rapproche plus de l'Europe qu'un accord de libre-échange, parce que nous sommes dans le même code de l'universalité et de la modernité. Et il faut que vous nous acceptiez maintenant, nous, comme nous sommes, et nous allons rester profondément ancrés dans notre identité. Moi, je suis marocain, et je défends les droits de l'homme et l'universalité et la modernité, mais je ne serai pas européen demain. Je veux rester ce que je suis, et je vais être le partenaire de l'Europe pour ce que je suis, avec le même fondement des valeurs qui sont celles de l'universel, de l'humanité et de la modernité. Merci beaucoup.